Après cette grande bouffée d'oxygène et d'optimisme, je suivais pendant votre présentation les regards de Bruno, de Lucie et de Michael. Alors, les expressions alternaient, mais enfin, en gros, ça convergeait un peu en mode, bon, on a quand même un peu de boulot et de responsabilité à faire. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, Michael, Nathan, donc vous dirigez le SIG, la communication du gouvernement. C'est la première fois que vous êtes associé à 366 pour cette étude français et avec un talent du naming incroyable où on sent le publicitaire. Du coup, il y a un chapitre citoyenne-citoyen, donc française, citoyenne-citoyen, incroyable. Ouais, on a beaucoup réfléchi. Pourquoi le SIG, en tout cas, dans cette étude? Alors, le service d'information du gouvernement est effectivement en charge de la communication gouvernementale. On parle ici de la communication institutionnelle. Je la différencie de la communication politique, qui est la responsabilité des ministres et de leur cabinet. Et pour faire cette communication gouvernementale, on essaye le plus souvent de sortir d'une approche qui est une approche un peu, on va dire, empirique ou intuitive, c'est-à-dire de ne pas uniquement dire j'ai l'intuition que c'est comme ça qu'il faut communiquer, et de se baser sur beaucoup d'insights. Donc au SIG, on a fait historiquement, et certains ici le savent bien, on a fait historiquement beaucoup d'études, et on continue à faire beaucoup d'études. On étudie les sondages, on étudie les médias, on étudie ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on a en permanence besoin on s'alimente de ça, ces études du temps réel. Néanmoins, l'objectif n'est pas uniquement de détecter des informations qu'on fournit à nos tutelles politiques, mais bien de capter des éléments qui nous permettent de définir des stratégies de communication. Et pour faire cela, il est intéressant de doubler cette analyse à la fois de très temps réel et très sondagière classique d'autres typologies d'analyse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce rapprochement, enfin en tout cas qu'on a fait ce partenariat avec 366, qui est un acteur avec lequel on travaille sur nos activités de diffusion, d'amplification publicitaire. On y reviendra puisque l'enjeu de la proximité est un enjeu clé pour la communication institutionnelle. Et assez logiquement, finalement, on cherchait à se doter d'autres outils qui nous permettent de mieux qualifier notre époque, de mieux la qualifier dans ses biais, dans ses enjeux, et en particulier pour répondre à une problématique qui est au cœur de notre activité de communicant au quotidien, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a un gap, un différentiel entre l'action effective des pouvoirs publics et la perception de cette action par nos concitoyens. Si on veut être capable de faire de la communication efficace, si on veut être capable de toucher nos cibles et donc d'avoir une forme de performance, et j'assume le mot d'être performant et efficace dans une communication institutionnelle, dans une communication publique, si on veut faire ça, il faut qu'on soit en capacité de comprendre ce qui nous rend moins performants, ce que sont les obstacles que l'on a à traverser. On a des obstacles qui sont structurels, conjoncturels bien sûr, on a des environnements, ils ont été racontés en détail, mais on a des chemins à trouver. Et en fait, c'est faire cette étude avec Georges, avec 366, et plus largement au sein du SIG, en se dotant de ses capacités d'analyse pour qualifier cette époque, pour mieux la comprendre, pour mieux en comprendre les évolutions, nous permet, j'espère, de définir des leviers de communication plus efficaces. Donc finalement, c'est une sorte de première solution. Pour pouvoir agir, il faut d'abord au préalable avoir compris, avoir perçu, et puisque un des enjeux majeurs de cette crise du réel se situe au niveau local, enfin dans la proximité, c'est donc revenir en quelque sorte à la base, entre guillemets, et au terrain. Alors justement, 366 fédère l'ensemble des titres de la PQR, donc ceux qui sont au quotidien, qui portent cette communication de proximité. Donc Bruno, dans cette étude, et après, encore une fois, l'exposé réjouissant qu'on a entendu, qu'est-ce que vous en tirez pour vous, comme takeaway, entre guillemets, sur la façon d'avancer, de communiquer? Parce qu'on voit, en fait, moi, ce qui me paraît très frappant dans la construction de cette France des réels différents, des réels qui s'opposent, moi, je pense que les médias ont toute leur part dans cette évolution de la société, et c'est heureux parce que ça veut dire qu'ils ont aussi des clés pour faire en sorte que la société évolue. Donc il ne faut pas s'abstraire de ça et se dire que les médias sont en dehors de cette construction de la société et que la société avance sans eux. Au contraire, je pense qu'ils y participent. Et ils y participent avec des forces qui sont quelquefois opposées. C'est-à-dire que pour moi, il y a aujourd'hui 3 formes de médias. Un média qui est en forme d'émergence, et il ne faut pas se voiler la face, ce sont vraiment des médias, c'est l'univers des réseaux sociaux qui éditorialise avec les algorithmes, voire un peu plus que les algorithmes, l'information, qui pousse aussi les informations qui sont amenées aux Français, qui sont amenées aux citoyens du monde en général, et qui sont
une des raisons de l'atomisation des réels est le fait que chaque personne qui a une perception très ancrée, très basée sur la conviction, cette conviction fût-elle totalement irréelle, trouve tous les jours les moyens de se convaincre que sa conviction est vraiment tenable et renforcée. Donc les réseaux sociaux sont une des composantes des médias, elles participent à l'atomisation de la société. Et à côté de ça, il y a deux formes de médias qui sont des médias qu'on pointe quelquefois comme des médias qui posent une forme de problème, qui sont un peu problématiques, mais en fait ces médias ont toujours existé. C'est des médias qui rassemblent les communautés, donc on peut estimer qu'ils sont clivants. Mais en fait, c'est des médias qui, de tout temps, ont eu des opinions et ont rassemblé des communautés. Et c'est pas quelque chose qui est, de mon point de vue, problématique par rapport à la société. Et puis il y a les médias qui ont un travail beaucoup plus compliqué à faire aujourd'hui qu'il n'était hier, c'est les médias qui essayent de fabriquer du consensus. Et ces médias-là, il faut qu'ils aient deux caractéristiques qui sont difficiles à trouver et qui sont en nombre de moins en moins élevé. C'est des médias qui doivent avoir de la puissance, parce qu'il faut qu'ils parlent le plus grand nombre, et il faut qu'ils génèrent de la confiance. Et ça, c'est de plus en plus difficile à trouver. Et donc c'est la raison pour laquelle on voit émerger, on l'a vu dans quelques graphiques qui ont été présentés, hein, le rôle de l'APQR aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un média qui est très puissant, hein, 80% des Français chaque mois, et en même temps, c'est des médias qui construisent une confiance particulière et qui est renforcée, presque indépendamment d'ailleurs de l'existence de l'APQR, par le fait que le fait local est un fait qui génère de la confiance. C'est vraiment dans le local que les Français se voient dans le monde, c'est dans le local qu'ils arrivent à trouver de la maîtrise, de la cohérence et de la capacité à agir sur leur réel. Et curieusement, curieusement, ou en tout cas de façon assez singulière, c'est dans le local qu'ils arrivent à partager leur réel, parce qu'ils le confrontent, parce qu'ils l'échangent. Et donc évidemment, on pense que l'APQR a un rôle très important à jouer dans la fabrication du consensus. Peut-être un rebond rapide, c'est l'actualité qui m'y fait penser, parce que vous avez mentionné les réseaux sociaux. Alors, y être ou pas y être? Au-delà peut-être de X d'ailleurs. Enfin, y être, ne pas y être, ou peut-être comment y être. Alors, il y a sûrement plein de façons d'y être. Et après, il y a des positions, enfin, je vois à quoi tu fais allusion, mais il y a des positions qui sont des positions de conviction forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement encourager des pratiques déviantes ou toxiques. Et je pense que si le Guardian, Ouest France, Sud-Ouest, The Conversation et d'autres quittent X, puisque c'est le sens de la question, je pense, il y a quelque chose qui va au-delà du fait de considérer que le réseau social, par nature, est quelque chose de toxique, mais il y a quelque chose qui va au-delà de cette notion-là, particulièrement pour X, c'est-à-dire qu'au-delà de l'algorithme, il y a quand même une forme de manipulation de l'opinion qui n'est pas seulement confiée à des principes de logique sur le fait qu'on pousse ce qui a du succès sur le réseau, mais peut-être un peu plus que ça, des convictions qu'on a au préalable, et on tord l'algorithme pour faire en sorte que les gens soient plutôt désinformés qu'informés. Je rappelle d'ailleurs que c'est une problématique qui est très importante pour les entreprises. Au dernier forum de Davos, la première chose qui était mise en avant par l'ensemble des gens qui participent au séminaire de Davos, donc on est sur une population très particulière, c'était en premier lieu dans le court terme, le plus grand danger pour les entreprises, c'est misinformation and disinformation. Donc c'est vraiment une problématique qui adresse toute la société, y compris les entreprises. Lucie, peut-être un mot rapide sur ces réseaux sociaux, comment les traiter, comment les accommoder, particulièrement X, puisque c'est l'actualité, puis après on rebondira sur le fond de l'étude. Oui, on a eu ce débat également à la Tribune et la Tribune Dimanche ces derniers jours. Moi, je pense qu'il faut continuer d'informer et de donner des points de vue différents au sein de ces réseaux sociaux. Il ne faut pas les abandonner. Et justement, on va renforcer l'aspect communautaire de ces réseaux si on n'y participe pas. Donc, notre parti pris pour l'instant est de rester sur X et d'apporter le maximum d'objectivité et de rationalité dans les débats qui émergent aujourd'hui. Merci. Alors, Bruno tout à l'heure parlait de la proximité, enfin, ça ressortait de l'étude. C'est effectivement une marque média que je connais, dont je sais qu'elle est fabriquée entre guillemets près de chez moi et qu'elle me parle de sujets qui évoquent, qui sont près de chez moi. Édouard tout à l'heure citait aussi un chiffre frappant dans l'étude sur les aspects scientifiques. On croit davantage son expérience, voire son jugement personnel, que les experts, les scientifiques, ceux qui apparaissent en blouse blanche, qui viennent m'en parler sur les écrans ou dans les colonnes. Comment est-ce qu'on accommode ça? Donc, ça, non seulement être dans la proximité géographique, dans la proximité au sens des sujets concernants, mais aussi dans ceux qui les portent et de ceux auxquels on donne la parole. C'est à la fois passionnant, effrayant et très stimulant pour les journalistes que nous sommes, parce que ça nous oblige à revisiter la manière dont on fait notre métier.
Il y a un terme qui me contrarie un peu dans ce qu'on a pu se dire, c'est celui de réalité parallèle ou de rationalité parallèle. Je pense qu'il faut combattre ce point de vue parce que la rationalité, c'est ce qui est conforme à la raison. Et souvent, il n'y a qu'une réponse rationnelle à certains débats. Parfois, les journalistes se disent la meilleure manière d'aborder un débat, c'est d'avoir quelqu'un qui dit oui et quelqu'un qui dit non. C'est quelque chose qu'on voit se multiplier, notamment à la télévision. Or, parfois, il n'y a pas de débat. Je prends un exemple. Le rapport du GIEC, c'est un consensus entre les scientifiques de 195 pays. Donc, si j'ai un expert du GIEC sur un plateau, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un illuminé en face qui me dit que le climat ne se dérègle pas en ce moment. Cette volonté de donner le oui et le non avec cette volonté d'être objectif, elle est fausse. Et parfois, il faut savoir faire vivre le débat d'idées dans le cadre de la rationalité. C'est ce que les médias, parfois, ont tendance à oublier. On parlait notamment de ces médias communautaires qui agissent comme des bulles et qui ont un peu oublié cet aspect rationnel de l'information. Alors, on a eu des débats très proches de ce que vous évoquez ce matin au sein de la Tribune et la Tribune Dimanche ces derniers mois. On a tenté de mieux identifier notre ligne éditoriale, de savoir ce qui nous unissait. On a beaucoup parlé du courage de la nuance. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé ces derniers mois dans le journal. Faire société, informer, comprendre, se comprendre. On a donc cette volonté de faire valoir des points de vue très, très différents, mais toujours dans le cadre de la rationalité. Et je trouve ça assez passionnant de voir que les Français ont beaucoup plus confiance dans la PQR que dans la presse nationale. On a cette volonté à la Tribune et la Tribune Dimanche, justement, de revenir sur le terrain, de faire vivre l'économie à travers nos régions et de ne pas donner uniquement le point de vue des plateaux parisiens pour caricaturer la chose. Donc on est en train d'étoffer notre offre régionale pour revenir à cette information régionale qui est celle auquel les Français font le plus confiance. Parce qu'effectivement, le régional ou la proximité étant dans l'ADN de la Tribune depuis qu'elle a été relancée. En fait, ce que vous disiez dans le côté de nuance, c'est pour l'exprimer un peu différemment, c'est ce qu'on appelle en termes journalistiques apporter des angles, enfin des mises en perspective, pas forcément effectivement être dans du noir, blanc, dans du noir, mais sur un sujet, un fait de société, un fait politique, apporter des angles qui vont permettre à celui qui est en face de refuser construire. de céder à la facilité, à l'outrancier, à l'excès, et de vraiment, comme vous dites, angler pour pouvoir apporter l'information la plus rationnelle et précise possible. Cas pratique, il fallait traiter comment le sujet de ceux qui mangent des chiens dans l'Ouest américain. Oui, très, 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 très bon cas. Hein. Voilà, Donald Trump a parlé de cette j'allais dire affirmation, a proféré ce mensonge lors d'un débat face à Kamala Harris. Extrêmement difficile pour elle de réagir, hein, parce que c'est tellement énorme qu'on ne sait pas trop comment répondre. Et là, le journaliste, je pense, a ce tort de ne pas dire c'est un mensonge honteux de la part du candidat à la présidentielle. Il y avait cette volonté de respecter les points de vue. Je pense que parfois, le journaliste a le devoir de dire bullshit. Merci Mickaël. Peut-être d'ailleurs sur les chiens dans l'Ouest américain, je ne me rappelle plus l'État, mais surtout peut-être plus sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'imagine que le débat, il peut aussi exister au sein du gouvernement, des ministères, à la fois en termes d'expression, enfin de tenir des comptes, aussi en termes d'utiliser certains des réseaux, X pour le nommer, comme support publicitaire, y investir ou pas? Est-ce que vous avez pris des décisions dans un sens, dans l'autre, à ce stade? Alors, sur la présence sur les réseaux sociaux, on est sur en termes de ligne, on est assez proche. Hein. Aujourd'hui, la présence, en fait, la parole officielle sur ces réseaux nous semble extrêmement importante. Au cours des dernières années, on a très largement développé en fait notre activité au sens éditorial du terme. Donc aujourd'hui, on va dire les réseaux sociaux du gouvernement et des ministères, donc les réseaux institutionnels, sont assez développés. On est maintenant le deuxième gouvernement européen en termes de nombre d'audiences. C'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Pour faire ça, on a vraiment eu un travail éditorial de fond, de développement aussi de compétences, parce que pour être présent sur ces réseaux sociaux, en fait, il faut avoir des compétences comme celles que vous retrouvez dans un média. Donc il faut produire des contenus au quotidien, il faut raconter, avoir une narration qui soit adaptée à ces environnements. Et on est en train de raconter un sujet qui est particulier, qui est celui de la mise en œuvre
de l'action publique, donc de l'action des pouvoirs publics. Donc par définition, c'est souvent des sujets compliqués, des politiques publiques qui sont sophistiquées, sur lesquelles il faut trouver un moyen de les rendre intelligibles dans ces environnements. Donc clairement, on est très présent sur ces réseaux et on n'a pas de décision aujourd'hui, ni au niveau politique, ni au niveau institutionnel de les quitter. En revanche, pour répondre à la question qui a été posée, ça fait déjà plusieurs années qu'on n'investit plus sur X, d'un point de vue publicitaire. Ça, c'est des choses qui sont déjà en place, qui se sont passées, et c'était pas une position au sens, on va dire, empirique, c'est la performance et l'efficacité de ces leviers n'étaient pas satisfaisantes. Et quand on regarde, enfin, c'est vrai pour tout annonceur, mais quand on dépense de l'argent public, je pense que la performance et l'efficacité des leviers, c'est quand même un vrai sujet. Donc ça ne répondait pas aux objectifs qu'on se fixait d'un point de vue de l'efficacité publicitaire. Et donc on a plutôt réalloué ces budgets et ces leviers sur d'autres environnements, y compris sur des environnements de proximité. Ça fait le lien, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous sur cette capacité de répondre à ces différents biais qui ont été exprimés dans l'étude à travers nos différents leviers de communication. Sur les supports de proximité vers lesquels vous êtes allé, vous pouvez en dire un peu plus? Télé locale, radio locale, presse papier, site internet. Bien sûr, en fait, on a, et c'est intéressant, l'étude le démontre bien. Il y a plusieurs typologies de biais. En fait, nous, on part d'une problématique qui est une problématique assez centrale, qui est de dire l'action publique aujourd'hui, elle correspond plutôt correctement aux préoccupations des Français. Je ne vais pas dire qu'on est 100% cohérent, mais ça correspond correctement. Si vous regardez l'évolution des préoccupations sur les dernières années et les politiques publiques qui ont été mises en œuvre, elles sont cohérentes. Si vous regardez la perception de cette action publique, on voit bien que cette perception n'est pas bonne. Les Français considèrent que l'action publique ne correspond pas à leurs préoccupations. Donc on a une problématique de perception. Et si on a une problématique de perception, la communication a un rôle à jouer. Et de fait, il faut qu'on trouve les bons leviers pour améliorer cette perception. Donc pour trouver ces bons leviers, il faut quand même repartir des biais. Donc on regarde, et l'étude le dit bien, dans les biais qui ont été énoncés, il y a les biais médiatiques, algorithmiques, etc. Ça, c'est un premier biais. Il y a le biais, et je pense qu'il est très important, il y a le biais expérientiel. On est dans une époque de la radicalité. Et en fait, on utilise souvent cette expression au quotidien, et particulièrement pour les politiques publiques, ce qui ne se voit pas au niveau individuel n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez beau avoir déployé une politique publique majeure dans le pays, si vous, en tant qu'individu, vous ne l'avez pas vue, ah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est cette radicalité de l'expérience. Et donc cette radicalité de l'expérience, on doit trouver finalement des moyens d'être malin pour justement être présent dans la proximité. Et j'y reviens juste après. Et le dernier élément qui est quand même assez essentiel pour nous, c'est dans cet environnement quand même, on a eu des éléments assez négatifs, d'un déclinisme ambiant qui est assez dur, de sortir juste d'une approche de promesse. Là, je vais avoir un débat très marketing, mais on n'est plus uniquement dans la promesse, on va faire cela, mais dans la preuve, on a fait cela. Et donc, en agissant sur ces différents leviers, et en particulier sur des médias de proximité, on pense qu'on va avoir un effet d'efficacité. Et donc, pour répondre à la question, après un peu ce contour, pour nous, c'est avant tout de répondre à ces biais à travers des leviers, dont certains leviers de proximité. Et donc là-dessus, on a testé à peu près tous les leviers de proximité, avec d'ailleurs des choses assez intéressantes, que ce soit les régies locales, les médias locaux, on va dire la proximité dans l'expérience du citoyen. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné pendant les crises. Typiquement, pendant le Covid, on l'a beaucoup testé. Être sur le chemin du citoyen au sens de l'expérience qu'il vit et lui parler de la politique publique qui s'adresse à lui à ce moment-là, évidemment, on a une efficacité qui est bien plus grande. Et donc, garder ça en tête quand on fait de la communication publique et institutionnelle, c'est essentiel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire des grandes campagnes à la télévision, sur les médias traditionnels. Et si vous regardez les tunnels de publicité. On voit pas mal la Marianne dans ces tunnels de publicité, et c'est bien parce que ça nous permet de participer à une réattribution de l'action de l'État à l'État. Mais en plus, donc ça n'est pas un ou, mais c'est bien un et. On va continuer à faire ces actions de communication globale, et on aura en parallèle des choses plus locales, plus de proximité, et surtout centrées sur l'expérience du citoyen.
Sur l'expérience du citoyen, justement, et Lucie, est-ce qu'il n'y a pas un peu une responsabilité des journalistes? C'est-à-dire qu'on a vu monter dans les médias, qui soient écrits ou audiovisuels, les rubriques, alors le faux de l'info, le vrai de l'info, le fact-checking, etc., qui sont, j'ai pas fait de relevé statistique, mais qui me semblent très souvent tournés vers la parole publique, est très souvent destiné à montrer que tel élu, tel ministre, tel responsable a fait une annonce qui ne correspondait pas à la réalité, ou etc. Donc des chefs d'entreprise, par exemple, quelle serait l'alternative? Pardon? Oui, parce qu'on parle, enfin, je pense Non, que... mais sur l'aspect qu'évoquait Michael, de l'expérientiel, de la promesse, enfin, typiquement, j'ai l'impression d'assez peu lire. Un retour un an en arrière, on nous avait annoncé tel truc, où on en est aujourd'hui, enfin, une espèce de suivi, est-ce que l'action publique a été conforme, plutôt tourné sur des phrases, petites phrases potentiellement prononcées dans des débats ou dans une interview le matin à 7h30, où on peut être excusable d'être un peu mal réveillé, et avec un espèce de presque de jubilation, si je peux me permettre, à mettre le ministre ou l'élu en faute. Bien sûr, il y a cette dictature de l'audience qui nous pousse toujours à aller commenter la petite phrase politique du matin, qui n'a que peu d'intérêt par rapport au retour d'expérience qu'on pourrait faire des politiques publiques. On parlait de la France moche tout à l'heure. Justement, là, en ce moment, on est en train de travailler sur, un an après ce projet de loi qui a été annoncé pour revoir tous les ronds-points et les entrées de ville en France. Où en est-on? Donc, on est en train d'interroger toutes nos régions sur les progrès de ces politiques publiques. Mais malheureusement, ce sont des articles qui font moins d'audience que le petit commentaire de la petite phrase politique du matin. Il faut accepter de faire moins d'audience et plus d'intelligence. Je vais prendre un autre exemple, et je vous promets que ce n'est pas parce que vous travaillez pour une filiale de CMA, mais le plan Marseille. Marseille en grand, tout à fait, je le connais. Marseille en grand. Oui. On a lu beaucoup. Oui. Mais j'ai l'impression d'avoir lu à peu près 90% sur ce qui n'était pas allé jusqu'au bout, et à peu près rien sur ce qui avait été fait malgré tout. Oui, enfin, ou en tout cas ce qui avait déjà avancé. On a plus parlé de ce qui... Je ne parle pas de la tribune, je parle en général... on a plus parlé de ce qui n'a pas avancé, de ce qui a avancé. C'est ça. Bien sûr, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Un papier qui dit que tout va bien, là aussi, et c'est très malheureux, va faire moins d'audience qu'un papier qui dit que ça va mal. On lutte contre ça tous les jours. On essaie de montrer toutes ces entreprises qui progressent dans l'économie, dans le climat, dans tous les domaines, dans tous les enjeux importants de notre siècle. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire constamment face au réseau communautaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Michael? Oui, et je pense que là-dessus, nous, on a aussi un enjeu qui est de nourrir en fait les médias avec un certain nombre de données. On est dans le monde de la transparence, et je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site du gouvernement, info.gouv, vous retrouvez un baromètre de l'action gouvernementale sur lequel on a fait, en lien avec l'ensemble des ministères, un travail de granularisation finalement de l'action publique. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien en fait que le différentiel en termes de portée. Si je vous parle d'une politique publique au niveau global pour tout le monde, et je dis, voilà, le plan vélo, c'est X milliards sur le territoire. A priori, c'est une information qui va être peu mémorisée. Elle va passer. En plus, on va dire une échelle en milliards, a priori, au niveau individuel, on la retient pas. Mais si je vous dis, pour vous, dans votre ville, au niveau local, c'est X kilomètres de pistes cyclables qui ont été mises en œuvre, et que ces X kilomètres de pistes cyclables, elles découlent d'une décision politique à un moment de favoriser la mobilité douce, qui n'est pas uniquement une décision locale, qui est une décision politique gouvernementale, et qu'on relie cette décision gouvernementale à la mise en œuvre de la politique publique, on pense que, quelque part, on participe à cette mise en place cette nuance, cette capacité à décoder le vrai du faux. Donc, je dirais qu'il y a le travail des journalistes, mais il y a aussi le travail finalement des administrations publiques de fournir ces données. Il y en a une partie, et c'est tout l'enjeu de l'open source, d'une certaine façon, de l'open data plus que de l'open source, pardon, de mettre à disposition ces données aussi pour permettre une vision rationnelle. On sait d'ailleurs que l'open source est plutôt moins développé en France que dans d'autres pays européens. Et on n'a pas cette culture du bilan des politiques publiques. Moi, j'ai été longtemps correspondante aux États-Unis. Aux États-Unis, les crédits d'impôt sont remis en cause tous les 5 ans. Et si ça ne marche pas, on les enlève. En France, on empile les crédits d'impôt, ce qui explique aujourd'hui notre déficit public vertigineux. Et voilà, on aimerait pouvoir avoir de meilleurs bilans des politiques publiques pour nous-mêmes en faire état dans nos journaux. Peut-être Bruno, sur la façon dont la PQR aussi peut, au quotidien, rendre compte de l'action publique en positif ou en négatif, mais pas seulement en négatif. C'est l'état d'esprit dans vos journaux?
Alors, je ne vais pas porter de jugement global sur ce que font les rédactions de PQR. Nous, on est une régie publicitaire, donc on a une raison d'être qu'on a définie avec nos collaborateurs qui consiste à financer le journalisme et le pluralisme dans les territoires. Mais après, on ne porte pas de jugement quand même sur ce qui est fait dans les rédactions. Ce que je pense quand même, c'est qu'on ne peut pas faire le reproche à la PQR de ne pas traiter les problèmes qui intéressent directement les gens. Et quelquefois, on a même, avec un sourire, on dit que dans les pages de la PQR, on trouve le compte-rendu du conseil municipal. Bah ouais, mais c'est ça qui intéresse les gens. Donc ça, je pense que c'est fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est une vraie attente, et surtout qui est une attente un peu exclusive vis-à-vis de ce média, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où on trouve ça. Donc oui, je pense que c'est une mission qui est assez largement remplie par la PQR en l'occurrence. Ouais. Il nous reste 3 petites minutes pour faire un dernier tour de parole, et peut-être on va y réassocier Dominique et Édouard sur l'idée clé ou le mot-clé peut-être à conserver à la fois de cette étude et puis de cet échange, et si on considère quand même à la fin que la confiance, alors la réconciliation du réel et du perçu, la confiance, etc., c'est un enjeu majeur. On commence par vous, Dominique. C'est sympa. Mais oui, c'est toujours bien d'être le premier. Je vais essayer de gagner du temps pour mes camarades. Un mot-clé, ça serait compliqué. Moi je pense, si j'en retenais un, ça serait humilité. C'est-à-dire qu'en fait, la rationalité, la raison, c'est formidable, mais il faut avoir l'humilité de se rendre compte qu'une suite de faits exacts ne constitue pas nécessairement une vérité acceptable pour les gens qui l'entendent. Et donc, ça peut heurter les cartésiens que nous sommes, mais il faut avoir l'humilité de se dire que c'est pas parce qu'on a raison qu'on est entendu. Et donc, dans tous les cas, c'est aussi mesurer très régulièrement cet écart, enfin, le risque que se crée un écart entre le réel et le perçu. Exactement. Et je pense qu'une des choses, on parlait de l'expérience, je crois que nous avons tendance à... Nous vivons une forme de réduction du réel à l'expérience personnelle. Et peut-être qu'une des clés de succès de la PQR, c'est que c'est un des endroits où mon expérience et le récit qui m'est fait de quelque chose se rencontrent. Édouard ? 2 mots pour prendre le plus de temps possible. Ouais, merci. Courage, mais courage à Michael. Parce que aujourd'hui, non mais c'est vrai, aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont la politique et les politiques publiques sont aujourd'hui 2 mondes qui sont vus de manière complètement différente, effectivement, je crois que c'est d'autant plus difficile de pouvoir apporter des preuves au quotidien de quelque chose qui doit faire changer la vie des citoyens, quand l'image que l'on a, qui est reflétée par la politique, est quelque chose qui semble de plus en plus hors sol. Mais voir, c'est Mars, quoi. Elon Musk, il est pas loin. On est sur quelque chose qui est un monde qui n'apparaît plus comme celui-là. Le deuxième, c'est un mot qu'on n'a pas cité, c'est le mot de progrès. On n'a pas du tout cité ce mot de progrès. Je pense que tout à l'heure, lorsque Dominique parlait des émulsifiants, du jaune 2, etc., il y a une chose qui manque aujourd'hui, je pense, pour essayer de raconter quelque chose, de faire quelque chose, c'est retrouver cette notion de progrès. Alors tu parlais d'avenir, donc c'était pas loin. Cette idée de remettre une capacité dans la tête des gens à avoir une cohérence entre leur progrès individuel et du progrès collectif, c'est un sacré challenge, mais je pense que ça peut permettre de dissoudre un peu quelques bulles. Alors, on pourra en discuter d'ailleurs plus tard. Ça sera même l'objet d'une table ronde sur progrès et innovation. L'innovation est-elle un progrès ? Tout à l'heure, on parlera d'intelligence artificielle appliquée à l'information locale. Donc, ça sera une sorte de cas pratique. J'en profite pour renouveler mon appel ou ma proposition à tous ceux qui expérimentent la station debout depuis tout à l'heure. S'ils le souhaitent, il y a encore quelques sièges devant Michael. 2 mots du coup, transformation, on doit se transformer, les sujets sont tellement vastes et on l'a cité dans le détail, on a explicité quelques enjeux, donc transformation c'est nécessaire pour nous, donc transformer la communication institutionnelle et gouvernementale, et dans cette transformation garder je pense une ligne forte qui est la ligne de la simplicité. Pour nous, évidemment, les politiques publiques sont sophistiquées, voire complexes, multiples, mais il ne faut pas perdre de vue que à la fin, communiquer, c'est des choses simples en fait. C'est des mots simples, c'est des expressions simples. Et faire de la communication uniquement basée sur des concepts en termes de perception, ça ne fonctionne pas. Donc transformation et simplicité. Merci beaucoup, Lucie. Allez, à la transformation et au courage, j'ajouterai l'audace de se saisir des outils de demain pour faire de l'information juste et fiable. On parle de l'intelligence artificielle, on a de gros chantiers à mener pour que l'intelligence artificielle ne biaise pas l'information, et on s'attelle à ce chantier dans les années qui viennent pour produire la meilleure information possible.
Bruno, pour terminer. Un mot stimulant, ça fait 12 ans qu'on fait cette étude, tous les 2 ans, Français, on s'aperçoit que tous les 2 ans, la société a changé, la société est en train de changer. Donc pour rebâtir la confiance, on a encore toutes les armes en main. La situation des médias aujourd'hui n'est pas celle de demain, la situation des usages n'est pas celle de demain, les attentes sont différentes, et je pense qu'on a tout le champ ouvert pour rebâtir cette confiance et améliorer la société. Et donc rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition de Français. Merci beaucoup infiniment à vous 5.